Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Je vous souhaite une bonne émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Rimouski, on se demande comment va l'information régionale. À Saint-Irénée, poursuite des consultations pour agrandir le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. À Bonaventure, dans la MRC de Percé, un organisme pour favoriser l'accès des citoyens aux ressources marines. À Plessisville, après 50 ans d'opération, l'usine de production de l'eau potable devra être mise aux normes. À Forestville, la soupe populaire est de retour avec une nouvelle formule. À Donnacona, première édition du Salon du livre Portnevoix. À Lécoto, le rappeur Momentum poursuit son marathon de 365 trames musicales en 365 jours. À Saint-Gabriel, la télévision communautaire CTB-TV souligne avec éclat son 40e anniversaire. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Amqui, où Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia était aux célébrations de la 11e heure du 11e jour du 11e mois. La ville d'Amqui a souligné le jour du souvenir avec un rassemblement commémoratif au parc Marcel Rioux, situé derrière l'hôtel de ville, où est érigé un cénotaphe à la mémoire des anciens combattants. Voici le reportage. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, nous faisons la promesse solennelle de perpétuer la mémoire et d'honorer chaque homme et chaque femme qui a répondu à l'appel de la nation. Ce devoir de mémoire nous oblige à transmettre leur histoire aux générations futures pour que jamais leur sacrifice ne soit oublié. Ensemble, en ce jour de souvenir, nous prenons un moment pour méditer sur la grandeur de l'engagement et pour renouveler notre dévouement aux valeurs qu'ils ont défendues. Puissions-nous, comme eux, agir pour un monde plus juste et plus pacifique et conserver à jamais leurs souvenirs dans nos cœurs. Je souhaite vous réciter le poème « Au chant d'honneur ». Ce poème de guerre, écrit pendant la Première Guerre mondiale par le lieutenant-colonel canadien John McCrae. Alors, c'est ainsi. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Je suis en compagnie de la mairesse de la ville d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça fait déjà quand même plusieurs années là, que la ville d'Amqui commémore le 11 novembre. Bien, plusieurs années que la ville d'Amqui l'a commémoré, mais moi, je veux dire, depuis les dernières années, depuis que je suis à la mairie, honnêtement, c'est la première fois qu'on commémore le 11 novembre. Que vous faites vraiment un événement là, plus particulier dans sa Exactement.
Et pourquoi c'était important, justement, pour la ville d'Amqui de faire un événement spécial? Bien, je vais te dire, d'abord, c'est important de se souvenir. Tu sais, puis quand on entend parler encore des guerres aujourd'hui, tu sais, on se dit, mon Dieu, ça s'est déjà passé, c'est dans le passé, mais de se souvenir, ça nous rappelle qu'il y a des gens, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a des gens d'ici qui sont allés de l'autre côté et qui ont combattu pour nous, qui ont combattu pour que nous, aujourd'hui, qu'on puisse avoir la vie qu'on a aussi. Oui, parce qu'on en parle, mais il y a du monde de la Matapédia qui ont fait la guerre. Là. Je pense que les noms sont écrits aussi sur le monument. Les noms sont écrits. J'ai nommé tout à l'heure des personnes qui sont allées, mais les noms sont écrits. Il y a des gens qui sont allés, qui malheureusement sont décédés lorsqu'ils étaient à la guerre. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens d'ici, gars. Ils étaient mobilisés, les gens, puis ils devaient y aller. Moi, dans ma famille, j'ai des oncles qui sont allés à la guerre, puis et ces gens-là aussi restaient marqués. Fait que c'est pour ça qu'il faut se souvenir du sacrifice qu'ils ont fait, parce qu'ils laissaient leur famille ici, ils partaient et ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. Fait que certains ne sont pas revenus, puis d'autres qui sont revenus. Et c'est pour ça aujourd'hui, on veut vraiment les souligner, le travail remarquable qu'ils ont fait. Je suis maintenant en compagnie d'un vétéran, Donald Courcy. Bonjour, M. Courcy. Bonjour. Vous êtes un vétéran, mais par rapport à quelle division? J'étais dans la marine, service des sous-marins. OK. Donc, comment vous avez trouvé justement la cérémonie commémorative qui a été offerte ici à Amqui? Bien, je pense que ça a été très bien. C'est le temps qu'on en fasse à Amqui. Il y a beaucoup de vétérans qui sont originaires de la vallée puis d'Amqui. Puis c'est une bonne manière de se souvenir de leur sacrifice. Tout à fait. Et vous, ce que vous avez fait aussi, vous avez dit que vous étiez dans la marine, vous avez... C'est ça. Bien, moi, premièrement, mon grand-père est vétéran de la Première Guerre. C'était un gars d'Amqui, justement. Mon père, un gars de Saint-Moïse, mais qui était vétéran de la Deuxième Guerre. Et moi, je suis de Val-Briand. Et je suis rentré dans la marine en 1965 pour l'aventure en premier. Puis j'ai fait 8 ans dans la marine, incluant 6 ans sur les sous-marins. OK. Oui. Et puis, quel souvenir vous gardez de tout ça? Ah, ça a été les meilleures années de ma vie. Tout ce qui s'est passé dans la marine, ça a été pour moi... j'étais plongeur aussi, j'ai participé à des exercices de l'OTAN. Je me suis promené un peu partout sur l'océan, d'ailleurs. On espionnait dans ce temps-là des Soviétiques. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Ça a été pour moi une aventure que j'oublierai jamais. C'est une aventure d'une vie. Oui, puis d'ailleurs, le Nondaga à Pointe-au-Père, c'est un de mes anciens sous-marins. Ah oui? Puis à toutes les années, là, des fois, je vais passer de nuit à bord pour me souvenir de... Ça me rappelle des souvenirs. Juste la senteur du diesel, Okay. C'est assez pour me rappeler beaucoup de choses. Vous, avez-vous déjà participé à des guerres ou ça vous est pas arrivé? C'est la guerre froide. OK. On ne s'est pas tiré, on s'espionnait. OK. On allait se cacher des fois à 400 pieds sous l'eau entre l'Islande et le Groenland, puis on écoutait les Soviétiques, les sous-marins soviétiques qui descendaient vers Cuba. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de... Ça passait proche. La crise de Cuba, avant que je rentre dans la marine, il y a eu la crise de Cuba. Mais en 1968, là, ça a été assez dangereux. Il y a 4 sous-marins qui ont disparu. Un sous-marin russe, un sous-marin américain, un sous-marin israélien et français. Dans ce temps-là, ça a passé proche de la guerre froide, là, jusqu'à temps que l'Union soviétique tombe. Là, ça a été, il y a eu des moments un peu dangereux. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que quand on entre dans l'armée, on ne veut pas nécessairement avoir à vivre ce que les gens ont vécu à la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Bien, l'avantage de la marine, c'est que tu vois pas l'ennemi, tu vois pas de proche. Dans l'armée, eux autres, ils sont plus proches de la bataille. Nous autres, on lance des torpilles, des choses comme ça. On voit pas exactement l'ennemi proche. Ça fait différent. Mais c'est quand même important là, de commémorer tous ces gens-là qui ont participé à ces guerres-là. Bien, certainement, parce que sans eux autres, là, où est-ce qu'on sera aujourd'hui, on ne sait pas. Là. C'est vraiment... Puis d'ailleurs, en ce moment, c'est important aussi de voir ce qui se passe dans le monde, là, entre l'Ukraine et la Russie, au Moyen-Orient. Il y a des endroits un peu dangereux en ce moment. Puis il faut penser
à se préparer au cas où ça pourrait empirer. On le souhaite pas. Non, on ne le souhaite pas. Donald Courcy, merci beaucoup. Merci. Les Canadiens célèbrent le jour du souvenir, autrefois appelé jour de l'armistice, tous les 11 novembre à 11 h. Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et c'est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. La Fédération nationale des communications et de la culture associée à la CSN était de passage à Rimouski dans le cadre d'une tournée régionale portant sur l'avenir des médias en région. Marc Després de TV Métis y était. Alors aujourd'hui, on participe au niveau de la FNCC-CSN à une tournée pan-québécoise afin de savoir, comment va l'information régionale. Alors, on a quand même eu ici, du côté de Rimouski, une bonne vingtaine de participants, donc très contents. Absolument. J'ai trouvé que la qualité des participants, la diversité des participants était fort enrichissante pour nous, pour notre réflexion, mais aussi, je pense, pour le dialogue qu'on a eu tout le monde ensemble sur la prise de connaissance de certaines problématiques qui existent partout, mais qui, là, étaient incarnées, et comment les communautés sont impactées par la diminution ou peut-être la presque disparition de certains médias locaux. Et on a eu des gens de Rivière-du-Loup, de Charlevoix, donc nous-mêmes de la Métis qui se sont déplacés, des gens de la Matapédia, donc quand même aussi un bel éventail. Côte-Nord de cette île, oui, on avait beaucoup de gens, puis des gens très diversifiés, puis avec des initiatives locales qui étaient intéressantes d'entendre. On a eu de la radio communautaire, de la télé communautaire, on a eu des gens d'hebdo écrit de la Côte-Nord, on avait des gens de la télévision de Carleton et de Rimouski. C'était très, très, très intéressant. Radio-Canada, non, je ne vais pas dire ça, un représentant des employés de Radio-Canada. Et petite différence. Oui, petite différence. Des groupes communautaires aussi, ce qui est vraiment très, très le fun, des municipalités. Et aussi, à ce moment-là, on ne se le cachera pas, là. Le portrait n'est pas rose. Depuis 10 ans, on parle de 800 millions de revenus qui sont disparus. On parle de 450 médias qui ont aussi disparu dans les dernières années. Donc, le portrait n'est pas rose. Bien, le portrait n'est pas rose, mais c'est le même portrait un peu partout dans le monde, je dois vous avouer. Là. Même aux États-Unis, ils sont dans une situation assez désespérée au niveau de l'information locale. La raison est justement la perte des revenus publicitaires au détriment des GAFAM, de l'économie de la Californie, je dirais ça comme ça. Là. Fait que les gens font de la publicité maintenant dans les réseaux sociaux plutôt que de préférer de faire ça dans les médias locaux, ce qui a amené une baisse des revenus significative dans les médias locaux et qui met en péril la survie de ces mêmes médias. Et on dit que les gens dépensaient jusqu'à 50 $ dans les dernières années et ce fameux 50 $ a fondu à 10 $. Donc, cette somme qui est disparue est plus qu'importante. Oui, en fait, c'est comme on constate qu'il y a à peu près 200 millions qui ont aussi disparu de l'écosystème de par le simple fait de, comment je pourrais dire, la transformation numérique a amené un principe de gratuité pour avoir accès à l'information et le 50 $ que les ménages dépensaient avant pour s'acheter un journal régulièrement ou s'abonner au câble pour avoir accès au téléjournal ou whatever, bien, ces gens-là ne le font plus. Donc, il y a à peu près 10 $ qui est envoyé en argent frais dans l'écosystème pour se procurer de l'information maintenant. Donc, on peut supposer que c'est la presse écrite plus, là. Mais il y a un 40 $ dans l'écosystème qui a disparu en 10 ans, qui aussi fait très mal. Ça représente à peu près 200 millions en tout, là. Et c'est souvent, ce sont des sujets qui aussi peuvent ne plus être abordés. Au niveau régional, c'est une catastrophe, là. Au niveau régional, ce qui arrive, c'est que la réduction des effectifs, parce que faut comprendre que le système qu'on avait pour l'information, à part notre télé nationale, qui est Radio-Canada, le système des télés régionaux, les radios régionales ou les journaux régionaux, c'est des intérêts privés. Puis à partir du moment où il n'y a plus d'argent qui rentre, bien évidemment, ils sont obligés de rationaliser. Ils rationalisent dans l'effectif. Donc les journalistes, ils réduisent les équipes de couverture de presse. Fait que c'est un peu plus difficile maintenant pour l'ensemble des médias de couvrir beaucoup de territoires et beaucoup de sujets. Tu sais, j'étais au Saguenay dernièrement, puis quelqu'un me disait, moi, je fais plus d'événements à Robertval parce que je sais que je ne serai pas couvert, parce que les journalistes partiront pas de Chicoutimi pour aller couvrir Robertval à 4 heures de distance. Donc,
il faut que ça soit centré autour de Chicoutimi pour que ce soit couvert, parce que là, les journalistes peuvent faire 2-3 sujets par jour en allant couvert, plutôt que d'un seul sujet en allant à Roberval pour faire de la distance, ce qu'ils faisaient avant. Fait que ça, c'est clairement un problème, parce que les couvertures régionales vont se réduire, la capacité de couvrir des sujets régionaux va se réduire, puis quand il y aura des médias très ancrés dans des communautés plus restreintes, qui n'auront plus les moyens de subvenir, ça aussi, ça va s'éteindre. Fait qu'on va avoir un problème. Puis quand on a un problème avec la couverture, on a un problème avec la démocratie. Parce que ça participe à la vision sociale. Le journalisme a une fonction d'amener des faits, de documenter des faits et de le faire de façon professionnelle sous un code d'éthique qui permet à la population d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe autour d'elle et de pouvoir être au courant. Mais quand il n'y en a plus, bien, il n'y a plus d'informations, puis la démocratie s'exprime beaucoup moins, puisqu'on va voir passer les choses sur les réseaux sociaux, mais qui vous dit que c'est la vérité, qui vous dit que c'est bien documenté et qui vous dit que c'est la finalité? Et à ce moment-là, donc, vous avez quand même proposé, vous avez en banque là, 5 solutions là, qui pourraient être assez facilement applicables. Oui, en fait, nous, d'abord, on souhaite que les municipalités, notamment, s'impliquent dans la problématique du maintien de l'information locale par une déclaration de principe qui dit qu'ils favorisent ça et qu'ils souhaitent que l'ensemble des participants de la communauté qu'ils représentent participent au maintien de l'information locale. On a l'idée d'un infofrais sur les écrans, à la fois les téléphones, les tablettes, les écrans de télévision, par où parviennent l'information aux gens, de taxer l'achat de ça à 2 %. Je donne toujours l'exemple, vous achetez un téléphone à 800 $ une année, bien, ça va vous demander 16 $ de plus, mais vous n'achèterez pas un téléphone tous les ans. Fait que pour 16 $, vous allez participer au maintien de l'information pour 3 ans. Fait que c'est la même chose, vous n'achetez pas une télé tous les ans, ou pas une tablette tous les ans, ou pas un ordinateur tous les ans. Donc, c'est une façon de faire contribuer, oui, le public, oui, c'est une taxe pour le public, mais en même temps, c'est aussi une participation du public au maintien d'avoir de l'information professionnelle et de qualité. Ça, c'est la deuxième chose. On souhaite aussi faire augmenter les crédits d'impôt pour les gens, les industries qui font de la promotion dans les médias locaux par opposition à acheter sur les médias, les réseaux sociaux nationaux, parce que les médias locaux ont besoin de cet apport de leur propre environnement. Donc, si on peut doubler les crédits d'impôt dont les entreprises peuvent bénéficier quand ils font de l'achat de publicité, bien, ce serait intéressant quand c'est fait dans les médias locaux. On souhaite aussi que les gouvernements investissent un montant signifiant, un pourcentage signifiant de leur budget dans les médias locaux, de leur budget de promotion ou de publication dans les médias locaux. Donc ça, on pense que ça aiderait à maintenir en santé financière l'ensemble de ces médias-là. Et le thème, donc, était l'information, un bien public, sauvons-la. Donc, il n'est pas trop tard? Non, je ne pense pas qu'il est trop tard parce que je pense qu'il faut que les gens se rendent compte qu'on est au bord du précipice. J'allais dire non, au bord du gouffre. Non, c'est pas vrai. Qu'on est dans cette démarche de réduction-là, puis qu'il ne faut pas attendre que ce soit terminé, puis que la pâte à l'air soit sortie du tube parce qu'on ne pourra pas la réintroduire dans le tube. Et comment vous voyez les futures élections fédérales, il y a les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, donc est-ce que ça vous inquiète? Bien, ça m'inquiète. Moi, j'espère que nos politiciens de toute confession, oui, s'intéressent à la problématique de l'information locale et quand même reconnaissent la valeur du travail professionnel des journalistes. Bien, merci beaucoup et on va se souhaiter effectivement que nos médias puissent survivre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Jusqu'au 13 décembre prochain, les gouvernements du Québec et du Canada tiennent conjointement des consultations des deux côtés du fleuve concernant l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Mathieu Larivière de TVCO était aux consultations qui se sont déroulées dans Charlevoix, plus précisément à Saint-Irénée. Le projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent a le vent dans les voiles. Au cours des dernières semaines, 5 séances de consultation publique ont eu lieu des deux côtés du fleuve pour percevoir les commentaires et les interrogations des communautés riveraines qui seront potentiellement impactées par le projet. TVCO était présent lors de la consultation qui s'est tenue au domaine Forget pour entendre la population charlevoisienne.
Vous assistez à une séance d'information pour le projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps et aujourd'hui, on soumet à la population de Charlevoix un territoire, mais un projet d'agrandir le parc marin de 3,6 fois la taille actuelle. Les partenaires qui assurent la gestion du parc marin actuel et qui projettent son agrandissement forment une association de parties prenantes assez unique en son genre. Quand on a créé le parc marin il y a 25 ans, c'était le premier. Puis on a créé le parc marin en vertu de 2 lois miroirs, une au Québec, une au fédéral. Donc depuis ce temps-là, on travaille Canada-Québec main dans la main pour mettre en œuvre. Et on peut imaginer, parce qu'il y a 25 ans, on était le premier. Donc imaginer, créer, comment faire pour protéger le fleuve. On le fait en collaboration Canada-Québec. On travaille aussi avec les Premières Nations. Les Premières Nations ont un siège sur notre comité de coordination. Donc, notre comité de coordination, c'est le regroupement qui guide les gestionnaires dans la mise en œuvre de nos actions. Donc, ils sont présents avec nous dans cette gouvernance-là. Puis, on travaille aussi avec les Premières Nations via des programmes de gardiens. En fait, on travaille avec les Premières Nations pour développer la capacité, savoir traditionnel, pour mieux protéger le parc marin ensemble, en fait. Au dire de la représentante de Parc Canada, les motivations environnementales pour élargir la zone protégée seraient nombreuses. C'est une aire marine protégée. Donc, quand on crée un parc marin, ce qu'on veut faire, c'est mettre la conservation au cœur de nos décisions, mais aussi la mise en valeur, la sensibilisation, l'éducation. Donc, concrètement, le parc marin vient avec un règlement, le règlement sur les activités en mer, qui, le jour 1, s'appliquerait dans le parc marin. Le règlement, il vise principalement à venir harmoniser la cohabitation entre les humains et les mammifères marins, la faune en général. La protection du beluga constitue l'un des arguments centraux au cœur des finalités souhaitées par les gestionnaires du parc marin. En fait, le beluga, son habitat essentiel du beluga, le parc marin protège actuellement juste 37 %. Donc, c'est une des principales raisons pour lesquelles on veut agrandir le parc marin, c'est-à-dire de venir chercher 100 % de l'habitat essentiel. L'habitat essentiel, c'est l'espace que la femelle et leurs jeunes ont besoin pendant l'été pour vaquer à leurs occupations. C'est un des outils pour favoriser le rétablissement de l'espèce. Donc, le parc marin, c'est un outil pour mieux protéger cet habitat-là. Donc, on parle entre autres de distance d'approche, de vitesse, des comportements à adopter en présence des belugas. Notre règlement nous permet aussi de faire des zones d'exclusion temporaires qui permettent de créer des bulles de tranquillité dans les endroits où c'est important. On le voit actuellement dans la baie Sainte-Marguerite, dans le parc actuel. Donc, c'est un outil qui nous permet justement de mieux protéger le beluga. Mme Bergeron affirme que les co-gestionnaires du parc marin ne cherchent pas à exclure tout type d'activité humaine de l'aire protégée dans le fleuve Saint-Laurent. Le parc marin, c'est pas une cloche de verre, c'est une aire d'utilisation durable. On est donc un territoire, on tente de protéger le territoire tout en favorisant le prélèvement, que ce soit la pêche récréative, la pêche, même la pêche commerciale. La voie maritime continue de passer dans le parc marin parce que c'est important. Donc, notre approche, plutôt que d'exclure l'humain de l'écosystème, c'est de travailler avec les utilisateurs pour juste changer nos façons de faire. Ralentir, dévier de la route, garder des distances d'approche. Donc, c'est la façon dont on travaille. Certaines activités fluviales deviendraient cependant interdites dans la zone d'agrandissement projetée. En fait, il y a la loi québécoise qui vient interdire la prospection minière, transfert d'énergie. Donc ça vient comme confirmer ça dans l'estuaire. Puis du côté du Canada, on a le règlement sur les activités en mer. Le règlement sur les activités en mer, il encadre les comportements des humains en lien avec les baleines. Donc, il y a des vitesses à respecter, des distances d'approche à respecter. Et il y a certaines activités aussi qui sont contraires à la cohabitation. Dans les activités complètement interdites, il y a la motomarine parce que typiquement cet engin-là a des comportements plus rapides, erratiques et il y a vraiment une co-occurrence, un dérangement important pour les mammifères marins. La même chose avec les sports de traction, les aéroglisseurs.
les drones, les vols survolent à moins de 2000 pieds. Donc c'est à peu près les seules interdictions dans un parc marin, ouais. Chasse commerciale pour les oiseaux migrateurs aussi? Effectivement, la chasse récréative n'est pas interdite, mais embaucher un guide devient interdite dans le parc marin. Cette extension de l'aire marine protégée suscite une diversité d'opinions et d'interrogations. À date, déjà, d'entrée de jeu, la réponse est très positive. On sent que les gens ont de l'intérêt pour mieux protéger le fleuve. Donc, les préoccupations qui sortent sont en lien, évidemment, avec l'harmonisation des activités humaines versus la conservation. Il y a des questions, des préoccupations par rapport aux activités interdites via le rame, par rapport au dragage, par rapport aux interventions en berge. Mais globalement, on arrive à trouver des réponses satisfaisantes aux questions. Donc, on pense que le parc marin actuel pourrait être agrandi comme il est, puis répondre à l'ensemble des préoccupations. Est-ce qu'il y a des préoccupations du milieu des affaires, les gens qui font des affaires commerciales sur le fleuve? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort? On les a rencontrés en consultation ciblée, mais quand on explique notre projet, que dans le fond, c'est une aire d'utilisation durable, qu'on est là pour pérenniser les activités, pérenniser le fleuve, aussi la qualité de l'eau, la qualité des écosystèmes, puis qu'on va le faire ensemble, on va le faire en collaboration, en partenariat, bien, ça atténue les craintes, puis je pense qu'ils nous voient comme étant un joueur important, parce que la plupart de ces entreprises-là ont des objectifs de développement durable. Tout le monde s'entend en 2024 que la conservation, c'est important. On veut protéger 30 % de nos milieux marins, nos milieux terrestres. Donc, on va le faire ensemble, on peut le faire ensemble. Des résidents de Charlevoix, présents à la soirée d'information, avaient également des avis et des questionnements variés sur le projet. Bien, moi, j'habite ici à Saint-Irénée, puis j'ai entendu le projet d'agrandissement du parc marin. Et je bénéficie du parc marin là, déjà qui existe, mais je me demandais là, les impacts ici. Moi, je suis sur un petit comité qui défend un peu, qui promeut la pêche à la fascine. Oui. Donc, qu'il y a ici à Saint-Irénée, la famille Gauthier à L'Anse-au-Sac, puis à l'île aux Coudes, oui. Mailloux. Oui. Et je me demandais quel impact ça aurait. S'il y aurait des conséquences. S'il y aurait des conséquences malheureuses ou heureuses, parce que peut-être mon espoir, c'est que dans ce parc-là, nouveau, on valorise l'histoire aussi, l'histoire maritime de Charlevoix, puis de toutes les autres parties qui seraient dans le parc. Puis l'histoire des pêches à la fascine est vraiment fondamentale. Bien, c'est ça, je travaille pour le comité touristique Cratère et Marée, puis en fait, on trouve ça vraiment intéressant au niveau touristique, nous, au niveau développement. Donc, on écrit un mémoire, on est en train d'écrire un mémoire là, pour appuyer le projet. Puis, bien, je vais venir prendre un petit peu des informations supplémentaires là, pour l'occasion. Est-ce que vous avez des interrogations, vous, personnellement, sur ce projet-là, ses impacts? Bien, en fait, nous, on trouve ça intéressant. Les interrogations, ce qu'on avait, c'est vraiment savoir c'est quoi le règlement, en fait, de la zone actuelle puis de la zone à venir. Et au niveau touristique, en fait, on sait que ça va gérer, en fait, un peu au niveau touristique, au niveau du développement. Nous, au niveau de Cratère et Marée, on est en développement durable. Donc, il n'y a pas d'enjeu. On n'est pas en développement d'expansion motomarine et compagnie sur notre secteur. Donc, c'est vraiment pour voir qu'est-ce qu'il y en est, la préservation. On est en train de se positionner aussi au niveau d'un grand concours international pour les plus belles baies du monde. Donc, c'est vraiment, ça vient concourir un peu à toutes nos prochaines actions à venir. Là. Donc, je vais m'informer. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent devrait être officiellement agrandi d'ici la fin de l'année 2025. Sa superficie s'étendrait sur près de 4500 km², allant de Petite-Rivière-Saint-François à Pointe-à-Boisvert, sur la rive nord du fleuve, et de Saint-Jean-Port-Joli au Parc national du Bic, sur la rive sud. Le fjord du Saguenay conserverait la même superficie protégée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'accès aux ressources marines pour les Gaspésiens n'est pas toujours évident. Pour combler cette lacune, il y a un comité de citoyens qui vient d'être créé et on écoute le reportage de Jean-Denis Laperrière de DVRP.
Donc, vous venez de faire le lancement du nouvel organisme Ensemble pour un accès aux ressources marines. C'est quoi cet organisme-là? Bien, en fait, c'est un groupe de citoyens qui se sont mis ensemble pour réfléchir à l'accès qu'on a en tant que citoyen aux ressources marines. Puis, on s'est rendu compte que c'était très différent d'une province à l'autre. Puis, c'était le Québec qui était un peu le moins bien servi. Donc, on a décidé de se regrouper ensemble pour intéresser les gens à ce dossier-là, que l'accès aux ressources marines. Oui, bien, j'ai pu le constater pendant votre présentation. Les provinces de l'Ouest canadien, puis pourtant, on a tous la même réglementation, celle du fédéral. Les provinces canadiennes, eux autres, vont l'appliquer. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent selon la loi. Tandis que nous autres, tout nous est interdit, façon de parler. C'est un peu pour ça. Oui, tout à fait. C'est la disparité entre l'application des lois d'une province à l'autre qui nous a vraiment intéressés ou motivés à aller de l'avant avec cette organisation-là. Donc, avec cet organisme, qu'est-ce que vous espérez faire? Bien, en fait, on souhaite développer notre base de membres parce que on pense qu'il faut être regroupés ensemble pour avoir un certain poids auprès du politique. Puis, on est actuellement là aussi supporté ou accompagné par la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec qui, on pense, ont une clientèle qui pourrait être très intéressée aussi par nos activités. Mais c'est vraiment ça. Donc, d'avoir un certain pouvoir pour engager la discussion avec le gouvernement. Cette représentation-là auprès du gouvernement, il y a quelqu'un qui apportait comme commentaire qu'il pourrait avoir aussi aller faire de la représentation auprès des villes pour avoir leur appui. Quelque chose qu'on pourrait... Bien, tout à fait. En fait, on essaie de parler avec le plus de monde possible pour rallier le plus de gens derrière notre démarche. Donc, oui, effectivement, s'il y a des citoyens ou des élus municipaux, provinciaux qui ont un intérêt pour cette démarche-là, bien, on les encourage à en parler, à communiquer avec nous puis voir comment ils peuvent s'impliquer dans notre démarche. Pouvez-vous me donner des exemples, justement, de grandes disparités qu'il peut y avoir entre le Québec et toutes les autres provinces? Bien, une qui est très marquante, je dirais, c'est la possibilité de cueillir des pétoncles en plongée sous-marine dans la baie des Chaleurs du côté néo-brunswickois, mais que ce soit interdit complètement du côté du Québec. Donc, c'est un plan d'eau qu'on partage, qui est délimité entre les deux, mais d'un côté, c'est une activité qui est autorisée, mais pas de l'autre. Donc, si on serait à Campbellton, Pointe-à-la-Croix, jusqu'à la moitié du pont, on a le droit d'un côté, puis dès qu'on l'a franchi, on n'a plus le droit. Oui, c'est à peu près ça, oui. Est-ce que vous êtes en processus pour avoir des membres? Est-ce que vous avez aussi des partenaires qui vous accompagnent là-dedans? Bien, certainement. Avant de démarrer l'organisation, on a rencontré plus d'une douzaine d'organisations au BNL, soit en développement social, communautaire, alimentation. Puis tous nous mentionnaient être très intéressés par cette mission-là. Par contre, il n'y avait personne qui avait, cette mission dans leur mandat. Donc, ils ne se voyaient pas en mesure de porter la mission. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette OBNL-là. Puis, on est supporté par le pôle d'économie sociale de la Gaspésie, notamment le chantier de l'économie sociale du Québec, puis aussi, comme je mentionnais, la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. Là, dans le fond, vous allez faire ces représentations-là, ces activités-là pour la pêche récréative, donc monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que dit l'industrie de la pêche? Bien, actuellement, c'est pas nécessairement un discours ou une communication qu'on a direct. Puis je pense que ça dépend beaucoup de tous et chacun. Il y en a qui vont peut-être être un peu plus opposés, d'autres plus ouverts. Mais éventuellement, c'est un discours qu'on veut ouvrir parce que notre objectif, c'est vraiment pas de nuire aux pêches commerciales. Loin de là, c'est d'avoir une utilisation qui soit un petit peu plus représentative des différentes parties citoyennes. Vous avez fait, pendant la présentation, le rapprochement avec la chasse puis la cueillette de champignons. Dans le fond, même si la population pourrait avoir le droit, de toute façon, c'est pas tout le monde qui va aller pêcher. Donc, c'est quelque chose qui devrait être
permis normalement, surtout si, en plus, ça l'est dans l'Ouest canadien et dans les provinces maritimes. Bien, effectivement, on ne pense pas que ça va être tout le monde qui habite en Gaspésie ou sur la Côte-Nord qui vont commencer à eux-mêmes aller pêcher leurs ressources alimentaires. Par contre, on pense qu'il y en a certains, même plusieurs, qui pourraient avoir cet intérêt-là. Puis, bien, c'est aussi de fournir une ressource alimentaire à des gens qui sont parfois peut-être dans des situations financières un peu plus difficiles ou qui vivent dans des déserts alimentaires aussi. Surtout quand on voit le prix assez élevé des produits de la mer. Bien, effectivement, ce n'est pas nécessairement tous les Gaspésiens, Gaspésiennes et Québécois qui peuvent se permettre de manger du crabe ou du homard qui est pêché ici au Québec. Puis ça, on trouve ça aussi excessivement dommage. La formation de l'organisme, bon, le lancement a été fait aujourd'hui, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur ça? Ça fait plus de 2 ans. On a eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions avant d'être formés en tant qu'OBNL, mais ça fait environ 1 an là, que l'organisation est formée en tant que telle. Qui a été rencontré qui pour discuter et partir le bal de ça? Bien, c'est notre président, Hugo Daniel, qui a vraiment lancé un peu la démarche. Il a communiqué avec plusieurs de ses amis qui pensaient qu'il y avait effectivement un intérêt pour les ressources marines. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a un peu créé ce groupe de discussion-là, puis qu'on s'est rendu compte là, qu'il y en avait plusieurs qui avaient ces mêmes réflexions-là. Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable a visité l'usine de filtration de Plessisville, où on fabrique à chaque jour 9300 mètres cubes d'eau potable. On écoute son reportage. La bâtisse de l'usine de filtration d'eau de la ville de Plessisville doit être mise aux nouvelles normes après 51 ans de service en eau potable aux résidents de Plessisville. À cause du récent regroupement de la ville et de la paroisse, l'usine devra se conformer aux nouvelles exigences du ministère de l'Environnement afin d'éviter les risques et d'atteindre tous les foyers de la ville qui sont en augmentation. Lors d'une visite de toutes les installations de ce bâtiment, le responsable de l'usine, M. Martin Lacroix, nous a expliqué chacune des étapes qui traversent l'eau avant d'arriver aux citoyens. Bienvenue. Bonjour, mon nom c'est Martin Lacroix, chef de service à l'hygiène du milieu de la ville de Plessisville. Je vais vous accompagner pour aller pour vous montrer le circuit de l'eau potable, comment on la traite du début jusqu'à la fin. L'eau brute est pompée à la rivière Bécancour, ce qui est notre prise d'eau, à 14 km de Plessisville. Elle est acheminée à l'usine, elle arrive par un tuyau souterrain. Elle rentre dans l'usine, on y injecte les premiers produits chimiques qui aident au traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, c'est un traitement conventionnel avec un procédé de décantation et filtration. L'eau brute arrive ici dans ce qu'on appelle un mélangeur. On a mis dans le mélangeur un premier produit qui s'appelle sulfate d'aluminium, qui sert de coagulant, qui aide à la décantation. On y ajoute aussi du charbon actif pour ce qui aide à enlever les goûts et les odeurs de l'eau brute de la rivière. C'est pour ça que l'eau peut paraître noire. C'est le charbon qui cause cette couleur-là. Une fois que tout ça est mélangé, on peut voir aussi à gauche, il y a une petite injection d'eau. C'est un polymère, c'est un aide coagulant qui va aider à faire la coagulation puis la décantation un peu plus loin. Ensuite, quand l'eau est mélangée avec les produits, est dirigée vers ce qu'on appelle le décanteur. C'est une des plus grosses étapes dans le processus. C'est un décanteur qui sert à faire décanter les matières en suspension que dans l'eau. Si vous prenez un verre d'eau brute dans la rivière, l'eau d'un lac, l'eau va être jaune ou brune.
bien, c'est ce qui forme la couleur de l'eau, les particules, les matières en suspension. Bien, nous autres, on vient les enlever avec une décantation. Nos produits qu'on a mis dans le mélangeur, on appelle ça une flocculation. Ça prend les particules, ça fait un floc, ça l'alourdit, puis il décante dans le fond du décanteur. Le décanteur, bien, on prend le surnageant, on va aller voir les tuyaux à la surface tantôt. Le surnageant de ça, il est ramassé, puis il est acheminé vers les deux filtres. On a deux filtres au sable, qui ont un peu le même principe qu'un filtre que vous avez à la maison, un filtre de piscine, qui est sous pression, mais c'est du sable semblable à ce qu'il existe dans un filtre de piscine. L'eau est filtrée. Ensuite, elle est acheminée dans une première réserve de contact, une réserve où on injecte le chlore pour la désinfection de l'eau. On y ajoute aussi à ce moment-là de l'hydroxyde de sodium, qui est de la soude caustique, pour réajuster le pH. Parce que dans les étapes, on a mis du sulfate d'aluminium qui aide à faire la flocculation. Lui, il a un certain pH qui fait descendre le pH trop bas. Mais pour le rééquilibrer pour l'eau potable qu'on distribue aux citoyens, il faut remettre le pH à un niveau de 6,90 ou 7. Fait qu'on va le faire avec de la soude caustique. Selon M. Lacroix, il n'y a pas actuellement surconsommation d'eau dans la ville. Environ chaque personne consomme 150 litres d'eau par jour, ce qui correspond à l'objectif canadien. L'usine de filtration d'eau à Plessisville a été construite, mise en service en 1973. Ça fait 51 ans qu'elle est en fonction. Moi, ça fait depuis février 2009 que je travaille ici, à la ville de Plessisville. Dans le même métier, ça fait depuis 1995. J'ai débuté ma carrière dans une autre région. Puis ma fonction ici, c'est présentement, je suis chef de service à l'hygiène du milieu, qui en fait, je suis gestionnaire de l'usine de filtration qu'on a visitée tantôt, puis aussi l'usine d'épuration pour les eaux usées. C'est la principale tâche de mon travail, c'est de gérer ces deux gros départements-là, eau potable et eau usée. Le niveau de consommation d'eau pour les citoyens de Plessisville, on est bien, on est très bien. On a atteint l'objectif depuis quelques années, l'objectif canadien qui était de 220 litres par jour par personne. C'est un objectif qui était émis par le ministère de l'Habitation et du Logement du Québec, avec lequel je fais un rapport à chaque année de la consommation d'eau. Donc, cette année, ça fait quelques jours même, je viens d'avoir le résultat de mon rapport de l'année 2023. Puis, à Plessisville, on était à 150 litres par jour par personne. On est bien en deçà de l'objectif canadien. Donc, on a juste des félicitations à faire aux gens de Plessisville. Tant M. Lacroix que le maire Pierre Fortier ont assuré que pour le moment, il n'est pas nécessaire d'agrandir ou de rénover la bâtisse de filtration d'eau, mais que la ville travaille déjà sur des résolutions et des subventions pour réaliser les mises aux normes. Vous pensez ou vous prévoyez peut-être une rénovation, un agrandissement de l'usine de filtration d'eau après le regroupement de la ville et la paroisse? Oui et non. Je vous explique. C'est pas peut-être un agrandissement, mais c'est plus une mise aux normes. L'usine actuelle, la capacité de l'usine est suffisante, même pour un regroupement, puis même pour un développement futur des prochaines années. On a une capacité de 9900 mètres cubes, qui a été c'est la capacité de conception de l'usine en 1973. Puis aujourd'hui, quotidiennement, on va avoir des consommations de entre 3500 et 4500, parfois 5000 mètres cubes par jour dans les pires journées. Fait qu'on a encore une bonne marge de manœuvre. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que il y a des règlements qui changent avec le temps, les exigences ministérielles. Il faut faire une mise aux normes. Ça, on ne pourra pas y échapper, il va falloir aller vers là. Fait que les nouvelles technologies, tout ça va être désigné par l'ingénierie.
Mais il pourrait avoir un agrandissement de l'usine si des équipements est demandé à ce moment-là. Ce n'est pas pour la capacité, mais c'est plus pour la mise aux normes de l'usine de filtration. Il va falloir réaliser un jour. À Forestville, la soupe populaire est de retour avec une nouvelle formule. On écoute le reportage de Joanie Michaud-Godreau de la Télévision du Littoral. La soupe populaire de Forestville était de retour le 12 novembre après une pause de quelques mois. C'est une nouvelle formule qui est maintenant offerte aux personnes plus démunies, toujours dans l'objectif de rassembler et de remplir les ventres vides. Le concept reste le même, offrir un repas gratuitement à ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts ou encore aux personnes itinérantes. La soupe populaire est aussi accessible aux gens qui veulent simplement sortir de l'isolement ou discuter autour d'une bonne soupe chaude. Une boîte de dons est disposée à l'entrée de la salle et libre à chacun d'y mettre des sous selon ses moyens. En nouveauté, l'activité change de journée et une fois sur deux, ce sera un souper qui sera offert. Au sous-sol de l'église, la Fabrique Saint-Luc prend en charge le dîner tous les deuxièmes mardis du mois. Les Chevaliers de Colomb s'occuperont quant à eux d'organiser un souper le premier dimanche du mois dans leur salle, dévoile Claire Gagné, une des responsables du projet attitrée à la Fabrique Saint-Luc. La prochaine soupe populaire aura donc lieu le 24 novembre à la salle des Chevaliers de Colomb à compter de 17 h. L'équipe essaye cette nouvelle formule pour joindre le plus de personnes possible. Avec les soupers, elle espère rejoindre une nouvelle clientèle qui ne vient pas nécessairement sur l'heure du dîner. Au printemps dernier, la soupe populaire avait accueilli 80 personnes lors de certains dîners. Madame Gagné croit que le projet doit se faire connaître davantage parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent venir. C'est ouvert à tous, il n'y a aucun jugement, assure la porte-parole du groupe d'organisateurs. Avec l'inflation et la flambée des prix à l'épicerie, manger des bons repas sains n'est pas acquis pour tout le monde. La soupe populaire vient donc répondre à un besoin qui est criant, selon Madame Gagné. La clientèle itinérante est visée, mais l'objectif est beaucoup plus. Il y a des mères et pères monoparentales, des personnes seules, des personnes aînées, des étudiants, par exemple. Plusieurs organismes de Forestville et de la région unissent leurs forces pour rendre possible la tenue de la soupe populaire. La Fabrique Saint-Luc et les Chevaliers de Colomb Conseil 3117 reçoivent l'appui du milieu communautaire. Le Centre d'action bénévole Le Nordais s'implique dans le projet, tout comme le CIS de la Côte-Nord, le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord et le Centre des femmes de Forestville. Certains organismes viennent aussi donner un coup de main sporadique, tels que Semo Côte-Nord et Action Chômage Côte-Nord. En plus d'être financée par les dons récoltés lors de ces activités, la soupe populaire reçoit aussi un appui financier de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. On écoute maintenant un reportage de Danick Julien de CJSR qui était à la première édition du Salon du livre Portnevoix. Bonjour, mon nom est Mick et puis nous sommes ici au Centre Donali de Donnacona pour la première édition du Salon du livre Portnevoix. Et puis nous avons pour la première édition un président d'honneur, nul autre que Léodenis Carpentier. Salut Léodenis, ça va bien? Ben oui, ça fait plaisir. Et puis toi, tu es nouvellement auteur depuis juillet. Oui, bien ça veut dire oui puis non. On va dire oui comme on dit, mettons, aux enfants. OK. C'est que j'écris depuis que j'ai à peu près 13-14 ans. Oui. Mais je n'ai jamais publié. Donc, l'été dernier, le 3 juillet, j'ai lancé mon premier recueil de poésie, qui s'appelle Poésie éparse. Et là, ben, lorsque vous m'avez invité pour être président d'honneur, ça m'a fait plaisir pour la première édition du Salon du livre Portnevoix, c'est merveilleux. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en lire un petit extrait? Ah bien, certain. Je peux prendre, tiens, Entre chien et loup. Oui. Cette bête poilue, immobile dans cette lumière, ombre au pénombre. Dois-je l'appeler, l'amadouer, la faire mienne, docile et affectueuse? Dois-je la craindre, hurler au loup, cachée derrière le merisier, près de l'écorce? Elle joue, elle m'épie, prête à attaquer. Qu'en penser, entre chienne et louve? Tout d'un coup, la poésie, les contes, les récits aussi, entre chien et loup. Ah, bravo.
Bravo. Et puis, toi, tu fais partie de la quinzaine d'exposants aujourd'hui. Et puis, c'est la première édition, mais l'année prochaine, on prévoit déjà une deuxième édition, deuxième dimanche de novembre. Date facile à se souvenir. Et puis, l'entrée est gratuite, ouverte à tous, ici à Donnacona. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer et à venir entrer un peu dans notre monde intérieur, soit de poésie, de romans, de photos aussi. Oui. Le rappeur Momentum s'était lancé comme défi cette année de créer 365 petites trames musicales en 365 jours. Guillaume Pimparé de C'est sûr.tv est allé à sa rencontre au moment où il créait son 300e beat. 365 beats en 365 jours. C'est le défi que le producteur de musique Thomas Payan s'est donné le 1er janvier 2024. Aussi connu sous le nom de Momentum, le musicien natif des Coteaux s'est mis au défi de créer et de promouvoir sur les médias sociaux 365 trames musicales uniques afin de parfaire sa méthode. L'équipe de C'est sur la télé l'a rencontré à l'occasion de son 300e beat. Ça a parti, j'ai vu une couple de producers qui faisaient ça depuis une couple d'années, des one beat a day. Pendant un an, ils faisaient un beat puis ils le postaient sur le net. C'est tout un défi. J'en faisais chaque jour, mais il y a des jours que je prenais des breaks. Fait que là, c'est comme un workout un peu. Là. Ça s'arrête pas. Là. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi un beat spécifiquement? Un beat, en gros, ça se consiste de drums et de mélodies ou d'éléments percussifs. Ça peut être n'importe quoi, là, comme... T'sais, ça peut partir de ça, mais dépendant du style, dépendant de l'artiste, dépendant de ce qu'on veut, on peut prendre des vinyles, on peut prendre un piano, ma bass, synthétiseur, n'importe quoi, puis le reste, c'est l'imagination. On est au 300e jour sur 365. Comment ça? Je me sens bien, je me sens très bien. Il y a des jours plus durs, mais là, je vois la fin arriver. Pas que j'ai hâte qu'elle arrive, mais que je vois... on ne pense pas aux 300 jours, ça passe vite, mais il se passe beaucoup de choses aussi dans 300 jours. Fait que je vois tout le chemin qu'il y a eu, l'expérience que je prends veut pas jour après jour. Comment dire, c'est satisfaisant. Parlant justement un peu des résultats, les retombées de ce projet-là, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Ça m'a ouvert quelques portes. J'avais un peu plus d'attente, mais ça m'a ouvert des portes. J'ai quelques contacts aux États, en Europe un peu plus, des beatmakers qu'on se parle, des producers plus gros que moi qui me voient aller aussi, qui commencent à liker mes affaires, commenter mes affaires, des compagnies de son, des compagnies de machines aussi qui j'ai attiré leur attention. C'est pas où ce que ça peut emmener. Puis là, on parlait peut-être de continuer au-delà de 365. Moi, j'aimerais ça faire une saison 2. Vraiment, chaque jour avant minuit, il faut que le beat soit fait, poster une vidéo, que ça soit de même à 365 jours. Espérons-le. On verra où ce que ça va mener, mais dans le fond, faire des beats chaque jour, moi, ça en devient une belle habitude. C'est juste de rester concentré puis continuer. La télévision communautaire CTB-TV œuvre maintenant depuis 40 ans dans la région de Saint-Gabriel. Et pour souligner cet heureux anniversaire, toute la communauté s'était réunie le 7 novembre dernier. On écoute le reportage de Danny Bérubé de CTB-TV. Le 7 novembre dernier, au bal masqué de Saint-Gabriel dans la Naudière, CTB-TV, la télévision régionale de Saint-Gabriel, a célébré ses 40 ans d'existence. L'événement a été l'occasion de rendre hommage aux employés et bénévoles qui ont contribué à la réussite de la télévision.
Pour lancer les festivités, plusieurs dignitaires, parmi lesquels le maire de la ville de Saint-Gabriel, le maire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, le directeur de la Chambre de commerce, ainsi que le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, ont pris la parole pour féliciter CTB-TV. Je veux féliciter tout le monde depuis ces nombreuses années qui travaillent très fort. Puis M. Comeau, en l'occurrence, qui change pas, qui est toujours, on dirait, à la même âge. On essaye de copier, c'est un peu sa vitalité. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Je voudrais dire en premier lieu, félicitations à Monsieur Comeau pour avoir dirigé CTB-TV selon toutes ces années-là. Félicitations, M. Comeau. Une petite main d'applaudissement. Et écoute, vous êtes un modèle à suivre là, pour représenter la culture lanaudoise et même brandonienne, mais au-delà de la Brandonnie, au-delà de la Lanaudière. La télé communautaire, l'engagement communautaire, le bénévolat, combien ça vaut? Hein? J'adore le silence que j'ai parce qu'il n'y a pas de vraie réponse là-dessus. Il y a une valeur économique, bien sûr, mais tout dans la vie n'est pas que des chiffres. Il y a de l'amour, il y a du temps, il y a de la culture, il y a de faire rayonner son monde. Tout ça, c'est grâce à vous. Fait que je vous félicite, je vous lève mon chapeau. Bravo! La télévision de Saint-Gabriel, qui est propulsée par Cogeco, a eu droit également à un mot de la directrice de la programmation du Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles, Mme Sarah Saint-Pierre. Bonjour à vous, belle grande équipe de CTB-TV. Je tenais simplement, au nom de Cogeco, à vous féliciter pour votre implication. Surtout, vous remercier pour votre grande générosité. Sans votre soutien, la télé locale n'existerait pas. Et sachez que vous êtes définitivement un exemple à suivre. Alors, merci encore et bon 40e. Une soirée remplie de joie, de tristesse, d'humour et de plaisir. Se remémorer 40 ans en quelques heures seulement relève d'un exploit de la part des deux animateurs. Plus d'une cinquantaine de bénévoles et d'anciens bénévoles étaient présents pour l'occasion. Ils ont pu revoir d'anciens collègues lors d'entrevues improvisées, d'anciennes émissions qui ont été diffusées pendant de nombreuses années, d'anciens reportages où l'on a reçu d'importantes personnalités et plus encore. CTB-TV n'a pas manqué de rendre hommage à ces anciens animateurs qui, malgré leur absence lors de la soirée, ont marqué l'histoire de la chaîne. L'équipe de CTB-TV s'est déplacée pour leur rendre visite et souligner leur contribution essentielle à l'existence et au succès de la télévision régionale. André Pépin, quel beau souvenir. Bonjour. Les souvenirs qu'on a ensemble à la télévision côté communautaire. Hein? Oui. Vous avez fait tellement de belles émissions. Ah, ben, je vous remercie. Avec Janine Généreux. Oh oui, Janine, elle était très bonne, elle. C'est Michel. C'est beau, hein? C'est une belle plaque, hein? C'est pour toi. Ça, c'est pour toi, c'est parce que c'était important pour nous à CTB-TV. Tu sais, si ça n'avait pas été là dans le temps, là, je ne sais pas si CTV existera encore. Alors, tu sais, c'est un remerciement pour tout ça. Plusieurs émissions ont marqué l'esprit des téléspectateurs au cours de ces 40 ans. Que ce soit par l'information, le culturel, le sport ou le jeu, CTB-TV a toujours su proposer des émissions d'intérêt à la population. Au cours de cette soirée festive, les personnes présentes ont pu profiter de différents divertissements ainsi que de prestations musicales. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. Une fête dont les gens vont se souvenir longtemps. Bon 40e, CTB-TV. Et je voudrais qu'on termine en donnant une bonne main d'applaudissement à nos deux piliers, Gilles et Judith. Et à tout le personnel, tous les bénévoles, merci beaucoup. C'est pour vous autres le 40e.
C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt.